C'est parti. Bon, ben, bienvenue à la 21e vigile. Tous les samedis à 14h, des vigiles ont lieu au Québec. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai eu des informations comme quoi il y avait eu des vigiles qui avaient été partis avant le Québec. Donc, des vigiles qui ont eu lieu devant les bureaux de Jean Charest, je pense au mois de janvier, c'est ça? Janvier, février, ouais. Le 9 février. Puis ça a duré à peu près 3 vigiles, quelque chose comme ça. Puis ensuite, ça s'est estompé. Il y a eu Québec qui a parti ses vigiles. Et puis ensuite, Montréal en a parti. Il y a eu un temps à Cowansville. Et puis, je crois qu'il y a eu des choses qui se sont passées à Sherbrooke avec le mobilisatron. Ensuite, il y a eu Mont-Saint-Hilaire. Et puis, il y a eu Gatineau qui fait des vigiles à chaque samedi à 14h. Donc, je vais dire ce que je redis à chaque fois, qui est un peu le préambule. On peut voir ça sur la page d'accueil du site, puis qui dit un peu c'est quoi les vigiles citoyennes. Donc, une vigile n'est pas un spectacle. Personne n'y vient pour divertir ou pour se faire divertir. Nous avons tous un rôle à jouer, celui de veiller, de surveiller, de tenir nos gouvernants à l'œil, de nous rencontrer, de nous parler et de nous imaginer autrement. Donc, ces vigiles sont autonomes les unes des autres et leurs objectifs communs sont de dénoncer les abus du gouvernement Charest et d'exiger sa destitution. Donc ici, nous vous invitons à prendre la parole, prendre le micro quand il y en a et utiliser cette tribune citoyenne pour exprimer votre point de vue, dénoncer une situation, proposer une solution ou une action. Le Québec doit changer et ça dès maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Donc ça, on dit ça depuis le mois de mars, ici à Montréal, à chaque samedi à 14h. Et puis on voit que ça bouge, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de mouvements qui sont en train de se créer. Est-ce qu'avec la défaite du Bloc lors des élections, puis ensuite avec ce qui se passe un peu avec Pauline Marois, on est capable de comprendre qu'il y a plein de gens qui sont en train de comprendre que c'est en s'impliquant que les choses vont changer. Donc, demain, il y a une réunion au Cégep Saint-Laurent pour le mouvement pour un nouveau Québec. Donc ici, j'ai le manifeste. Fait que je ne sais pas si quelqu'un va vouloir le lire pour expliquer un peu c'est quoi et tout ça. Bon, je sais qu'il y a des gens je sais que la plupart de vous êtes allés lire le manifeste, puis je me demandais qu'est-ce que vous en pensiez. Donc, si vous voulez venir en parler un peu ou tout ça. Puis si vous ne l'avez pas entendu, ben c'est ça, je l'ai ici, fait qu'on peut le lire, on peut toujours le lire. Là, ce qui se passe, c'est que la dernière vigile, on a commencé vraiment à débattre de c'était quoi qui se passait un peu avec les vigiles et puis vers où est-ce qu'on veut s'en aller et puis tout ça. Et ça a été intéressant dans le sens où on voit que c'est pas tout le monde ici qui a la même vision là, de ce qui va se passer avec les mouvements. Donc c'est le fun parce qu'enfin on a l'intention de clarifier un peu vers où on veut s'en aller, c'est quoi qu'on veut appuyer, c'est quoi qu'on signifie par notre déclaration et tout et tout. Le mouvement Vigile, Opération Vigile du samedi de Québec a créé une constituante qui s'appelle la constituante bicamérale. Et puis ça fait longtemps, quand même, un document que ça fait longtemps qui a été créé. Je crois que Sébastien en a fait la lecture au mois d'avril. Et puis je l'ai apporté aussi, Thierry peut en faire la lecture. C'est un peu de ça dont Sébastien s'inspire souvent pour parler un peu de la situation du peuple québécois et puis vers où on pourrait s'en aller. Moi, j'ai apporté un autre document qui a été lu à une des vigiles, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. C'est une loi, ça, qui a été acceptée à l'Assemblée en 2000, qui a été même portée à... C'est-à-dire qu'elle a été acceptée par vote, par les députés. Donc, c'est un document qui s'est rendu jusque dans l'Assemblée. Donc, en ce moment, il est dans les mains il est dans la responsabilité du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadien et de la francophonie canadienne. Et puis, c'est un décret comme quoi cette personne-là est responsable. Donc, on n'en entend pas parler dans les médias, on n'en entend pas parler dans les mouvements. Ce qu'on entend souvent parler, c'est de créer une nouvelle constitution, une nouvelle constituante, etc. C'est toujours la même idée de mettre sur papier, de se concerter, d'écrire sur papier ce qu'on veut du Québec de demain. Donc, moi, je trouve que ce document-là, il est quand même bon, il est quand même simple. Fait que je vais le lire pour vous.
Mais, bon, premièrement, c'est ça, peut-être lire la Constituante bicamérale. Donc, Thierry va en prendre connaissance en le lisant. Alors, bonne vigile tout le monde. Merci. On va prendre reconnaissance parce que je l'ai entendu, effectivement. Alors, c'est la Constituante bicamérale. C'est la Constituante bicamérale de Luc Archambault. Attendu que le peuple démocratique du Québec est souverain sur son territoire national du Québec. Attendu que la députation du peuple souverain du Québec est celle qui siège toujours séparément à Québec et Ottawa. Attendu que cette députation n'a jamais été réunie. La Constitution illégitime du Canada s'est bien gardée de le prévoir. Attendu que Pierre Elliott Trudeau l'a pourtant réuni virtuellement pour justifier abusivement son coup d'État de 1982. Attendu que cette réunion est le lieu par excellence de la Attendu que cette réunion est le lieu par excellence de la réunion de nos forces démocratiques souveraines. Attendu que Pierre Elliott Trudeau s'est bien gardé de concrètement donner du poids à un tel et crucial rassemblement du pouvoir souverain de ce peuple démocratique en incarnant dans le réel ce qu'il n'a que virtuellement réuni. Attendu que cette réunion s'impose pour que s'exprime librement, dans l'État quel qu'il soit, la démocratie représentative québécoise. Attendu que la députation du Québec, se réclamant de la primauté de la souveraineté du peuple, s'engage à se réunir. Attendu que l'ANQ, qui convoque cette réunion sous constituante bicamérale, en a dûment reçu le mandat électoral. Attendu que toute la députation du Québec a le devoir de se soumettre à la volonté libre du peuple souverain du Québec. Attendu que cette réunion sous constituante bicamérale a tout pouvoir pour s'exprimer au nom du peuple du Québec. Attendu que la constituante bicamérale se déclare subordonnée à la primauté effective de la souveraineté du peuple du Québec. Attendu que ces actes constituants et fondateurs doivent être nommément approuvés par le peuple souverain du Québec. Voici la constituante bicamérale et son mandat. La constituante bicamérale est formée par toute la députation du Québec siégeant à Québec et Ottawa et est mandatée par l'Assemblée nationale du Québec, ANQ, pour invalider sur le territoire national du peuple démocratique souverain du Québec tout État qui n'a ni sollicité ni obtenu le oui de la démocratie électorale et référendaire québécoise. En toute équité démocratique, tous les États présents ou à venir s'imposant sur le territoire national du peuple souverain du Québec doivent réciproquement respecter les mêmes et légitimes règles, à savoir, ils doivent solliciter et obtenir le clair oui de la démocratie électorale et référendaire québécoise. À défaut, ils sont invalidés par la députation du Québec réunie sous constituante bicamérale, invalidés par l'Assemblée nationale du Québec et invalidés par le peuple souverain du Québec lui-même, qui est appelé par l'ANQ à se prononcer à cet égard fondateur et constitutif. Rédiger et adopter la Constitution primordiale de la République démocratique du peuple souverain du Québec. En termes premiers et essentiels, les dispositions de cette Constitution primordiale définissent ce qui fonde un État légitime et démocratique sur le territoire national du peuple souverain du Québec. Ces dispositions établissant les prérogatives légitimes de la légalité constitutionnelle de l'Assemblée nationale du Québec et de son gouvernement. Elles permettent de procéder aux premières élections à la présidence de la République démocratique du peuple souverain du Québec et à l'élection des membres de la Chambre des régions, l'équivalent de la députation fédérale rapatriée à Québec. Dès après ces élections, la constituante bicamérale formée par la réunion de l'Assemblée nationale du Québec souverain et la Chambre des régions nouvellement élues poursuit ses travaux constitutifs sous large consultation citoyenne afin de rédiger l'ensemble des actes constitutifs de la République démocratique du peuple souverain du Québec à adopter par toute la députation du Québec, par la Chambre des régions et par l'ANQS et enfin par le vote référendaire du peuple souverain du Québec. Un oui à ces deux actes constitutifs règle la question du déficit démocratique de l'actuel et illégitime État du Canada, qui n'a jamais soumis ces actes constitutifs à l'approbation du peuple souverain du Québec, alors qu'il s'applique contre son libre et démocratique gré sur son territoire national du Québec. Une fracture démocratique qui paralyse depuis trop longtemps la vie politique, économique, sociétale, culturelle et identitaire de ce peuple souverain que nous sommes. Ce peuple a plein pouvoir pour procéder et se hisser là où son pouvoir démocratique doit trôner, dans un État vraiment démocratique, à savoir à la base et au sommet d'un État qui émane de ses voies électorales et référendaires. Voici la constituante bicamérale de Luc Archambault. Luc Archambault n'est pas ici, mais on applaudit Luc pour le document quand même. Il mérite beaucoup d'attention et il faut le regarder. Ce document-là, comme de raison, il s'est pas retrouvé en chambre, il n'a pas été accepté il n'a pas été supporté par des députés et puis tout ça.
Moi, ce que je vais faire, je vais vous lire un document qui a déjà été lu ici et puis qui s'est rendu jusqu'à la Chambre, qui existe encore et puis qui n'est pas pris en considération par les gens qui sont au pouvoir, par le gouvernement libéral et par les 9 juges de la Cour suprême du Canada. Donc ça, c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. C'est un document qui a été créé par Joseph Facal en 2000. Ça a été proposé en tant que proposition officielle de la Constitution de l'État du Québec par M. Édouard Cloutier, qui est venu quelques fois au Vigile. Donc, je vous la relis. Considérant que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État national moderne, doté d'un gouvernement, d'une Assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux. Considérant que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d'institutions démocratiques qui lui sont propres. Considérant l'entrée du Québec dans la Fédération canadienne en 1867, considérant l'engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne, considérant l'existence au sein du Québec des nations Abénakis, Algonquines, Atikamekw, Cri, Huron, Innu, Malécite, Micmac, Mohawk, Naskapi et Inuit, et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l'Assemblée nationale, notamment leur droit à l'autonomie au sein du Québec, considérant l'existence d'une communauté québécoise d'expression anglaise jouissant de droits consacrés, considérant que le Québec reconnaît la part des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement, considérant que l'Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu'elle tient sa légitimité de ce peuple, dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre, considérant qu'il incombe à l'Assemblée nationale en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois de le défendre contre toute tentative de l'en spolier ou d'y porter atteinte, considérant que l'Assemblée nationale n'a pas adhéré à la loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition, considérant que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l'intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l'adoption et la proclamation de la loi donnant effet à l'exigence de la clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le renvoi sur la sécession du Québec, considérant qu'il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d'assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d'assurer son développement économique, social et culturel, considérant que par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 92 et 95, considérant l'avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 98 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique, considérant qu'il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l'État du Québec ainsi que les droits et les prérogatives de l'Assemblée nationale à l'égard de toute question relative à l'avenir de ce peuple. Le Parlement du Québec décrète ce qui suit. Chapitre 1. Du peuple québécois. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. 2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. 3. Le peuple québécois détermine seul, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec. Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la loi sur la consultation populaire, l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un vote. Chapitre 2 de l'État national du Québec. L'État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Cette volonté s'exprime par l'élection au suffrage universel de députés à l'Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la loi électorale, ou lors de référendums tenus en vertu de la loi sur la consultation populaire.
La qualité d'électeur est établie selon les dispositions de la loi électorale. 6. L'État du Québec est souverain dans les domaines de compétences qui sont les siens dans le cadre des lois et des conventions de nature constitutionnelle. Il est également détenteur au nom du peuple québécois de tout droit établi à son avantage en vertu d'une convention ou d'une obligation constitutionnelle. Le gouvernement a le devoir de soutenir l'exercice de ses prérogatives et de défendre en tout temps et partout leur intégrité, y compris sur la scène internationale. 7. L'État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle. Dans ces domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l'engager, à moins qu'il n'ait formellement signifié son consentement à être lié par la voix de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, selon les dispositions de la loi. Il peut également, dans ces domaines de compétences, établir et poursuivre des relations avec des États étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l'extérieur du Québec. 8. Le français est la langue officielle du Québec. Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française. L'État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ses objectifs avec un esprit de justice et d'ouverture dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d'expression anglaise. Chapitre 3 du territoire québécois. Article 9. Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Québec. 10. L'État du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois. L'État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier l'administration déléguée à des entités locales ou régionales mandatées par lui. Le tout conformément à la loi, qui favorise la prise en charge de leur développement par les collectivités locales et régionales. Chapitre 4. Les nations autochtones du Québec. L'État du Québec reconnaît dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles les droits existants ancestraux ou issus de traités des nations autochtones du Québec. Le gouvernement s'engage à promouvoir l'établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l'amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles. Chapitre 5. Disposition finale. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale, ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir. Donc, c'est à peu près ça. C'est le document. Fait que c'est sûr qu'il... Donc, c'est certain que ce document-là, il y a des différences là, avec la Constitution bicamérale, mais je trouve que c'est des documents qui sont très importants à considérer. Demain, là, on se rend compte, il y a beaucoup de gens qui vont se rencontrer au cégep. Donc, j'espère que ces documents-là vont être pris en compte, les gens vont en parler, parce que ce que j'ai remarqué, moi, dans le manifeste du mouvement, c'est qu'on recommence encore à zéro. Québec solidaire, c'est la même chose. Eux, ça fait... Tu veux intervenir? Oui. OK. Ouais. Je veux juste dire que ce que tu viens de lire, c'est la loi 99. Oui. C'est une loi de l'Assemblée nationale. Plus fort, par exemple, Réal, parce qu'on n'entend pas bien. Parle plus fort. OK. C'est une loi de l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en réponse à la loi adoptée au Parlement canadien. Mais ça a été dit, ça, La Réal? loi sur la clarté, madame. Oui, c'était dit. Ben, j'ai dit C'était que dit que c'était en réponse à la loi sur la dans le clarté document, référendaire. Oui, il faut l'expliquer le contexte. Ouais. C'est un acte d'État de l'Assemblée nationale qui répond à un acte d'État du Parlement canadien. Et c'est dans ce sens-là que c'est important, parce qu'à un acte d'État, il faut répondre par un autre acte d'État. Et c'est comme ça que l'État du Québec peut se bâtir puis démontrer sa force. C'est le contexte. Ben oui, c'est parce que, vous voyez, moi, j'étais pas au courant de ce document-là, j'étais pas au courant de cette loi-là avant de venir au vigile. Fait que, je veux dire, vu que je me suis présenté souvent ici, ben j'en ai pris connaissance de ce document-là. Et puis même à ça, j'en parle à des gens, puis ils savent pas de quoi je parle. Des gens qui sont souverainistes purs et durs. Donc, à partir de là, je pense que c'est important que tout le monde soit au courant de ce document-là. Et puis, c'est ça, je voulais dire... ce serait important de s'inspirer ce document. C'est ça, je parlais de Québec solidaire. Québec solidaire, dans le fond, eux, ce qu'ils disent, c'est il y a une élection qui s'en vient.
les députés élus s'ils sont élus majoritairement, si Québec solidaire est majoritaire au Québec, après l'élection, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une consultation de 2 ans. Au bout de 2 ans, ils décident d'une constitution. Et puis après ça, ils s'en vont en référendum. Donc ça, c'est 5 ans, 6 ans, ou quelque chose comme ça. On serait en 2017. Le mouvement pour un Québec, pour un nouveau Québec, pour un Québec nouveau, eux, ils sont pressés, c'est urgent ce qu'ils veulent faire. Moi aussi, personnellement, je trouve qu'il faut que ça déniaise. Tu sais. Donc, à partir de là, donc, je crois que c'est une alternative. La constitution bicamérale est encore plus pressée. Fait que c'est des choses à discuter. Là. Et de brancher là, le mouvement qui est ici, là, vers où on s'en va, avec qu'est-ce qu'on supporte dans toutes ces choses-là, puis à quoi ça va ressembler demain. Qu'est-ce qui va ressortir des discussions de demain, là, voir comparer avec ce qu'on vient de lire. Tout ça. Et sur ce, Sébastien vient lire quelque chose. Hey. Je sais pas si ça a un lien. Oui. OK. D'accord. La semaine dernière, comme le rappelait Charles, on a débattu du bien fondé de se réunir ici chaque semaine, puisqu'on le fait depuis le 26 mars dernier. Du bien fondé de se réunir ici, étant donné que il n'y a jamais eu une affluence extraordinaire et qu'on pourrait avoir très très logiquement tendance à croire que ça peut juste aller en s'amenuisant. Puis on essaie de trouver ensemble les moyens d'attirer plus de gens à nos vigiles, parce qu'on trouve qu'il est important encore de se réunir ici, puis dans la rue en fait, puis de faire entendre notre indignation et notre désir de voir les choses changer. Il y avait des choses qui ont été suggérées. Je suis super content qu'on ait pris le temps de lire le texte de Luc Archambault sur la Constitution bicamérale, suivi de la loi 99 du Parti québécois en 2000, qui, comme le rappelait Réal, était en réaction à la loi sur la clarté référendaire, celle qui a été pilotée par Stéphane Dion, du Parti libéral canadien. Moi, j'ai fait la semaine dernière la lecture d'un texte qui s'appelait, mon Dieu, je ne me souviens plus exactement, c'était écrit par Jean-Luc Deveau, un constitutionnaliste qui avait étudié en droit constitutionnel au Québec et en France, et qui parlait du droit à l'autodétermination des peuples, grosso modo. Il rappelait toutes sortes d'exemples dans l'histoire, l'exemple syrien, lorsque Nasser a réuni les peuples syriens et égyptiens dans un département, dans un gouvernement uni qui avait pour assise la ville du Caire, et que selon les vœux express de la population syrienne, la députation syrienne qui siégeait au Caire a quitté le parlement de Nasser et le parlement syrien et égyptien pour faire en sorte que le peuple syrien reprenne l'entièreté de ses droits. Et il y a plusieurs exemples comme ça qui jalonnent ce texte, qui expriment finalement une chose qui, à mon avis, est trop peu dite et qui est rappelée dans le texte de la Constitution bicamérale et qui est rappelée aussi dans le texte de la loi 99, qu'il y a une liberté essentielle du peuple qu'on a tendance à occulter, à oublier et à... En fait, c'est comme si on mettait la liberté comme quelque chose qui venait après un éventuel vote référendaire positif à une question X. Mais je trouve qu'il est assez peu et rarement et à peu près jamais rappelé que la liberté, elle est essentielle, elle est inaliénable. Et c'est ça la donnée première et profonde, et qu'ensuite l'asservissement, qui est le nôtre, vient ensuite, encore une fois. Donc, je trouve que la liberté, c'est le caractère, c'est la chose qui peut-être, c'est la chose innée, et l'asservissement, c'est la chose acquise. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu rappelé. C'est comme si on mettait tout le temps la charrue devant les bœufs. On disait, mais après ceci, on sera libre. Non, on est libre d'abord, et il faudrait en prendre considération. Là, on a discuté là-dessus de toutes sortes de façons, on a échangé des courriels plus ou moins savoureux. Ouais, mais c'était drôle, mais en fait, évidemment, Charles rappelait à juste titre que c'est bien beau de dire qu'on est libre, mais si on a juste 2-3 à le croire, qu'est-ce que ça va nous donner de plus? Puis qu'il faut établir un rapport de force pour faire en sorte que cette notion essentielle, cette compréhension essentielle-là puisse se communiquer et devenir contagieuse. Et bon, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'ai quand même trouvé ce texte-là, encore une fois, sur le site du gouvernement provisoire du Québec.
site sur lequel j'étais allé chercher le texte dont je vous parlais il y a un instant, et qui m'a fait croire que j'étais pas seul à penser ce qu'elle pense, ce qui m'a beaucoup rassuré. C'est écrit par un dénommé Gilson, excuse-moi. Jean-Paul Gilson. Jean-Paul Gilson qui s'est présenté, si j'ai bien compris, aux dernières élections fédérales sous la bannière bloquiste, c'est le précédent. Avant-dernière. J'espère qu'il ne me manque pas de page cette semaine. Non! Et qui est un texte qui va dans le sens de ce que je dis et que je trouve assez extraordinaire. En fait. Donc j'ai écrit un courriel à Jean-Claude Gilson. Je lui ai invité Gilson de venir ici aujourd'hui. Je trouve que les gens qui ont travaillé au sein du gouvernement provisoire du Québec, Jean-Luc Deveau, ce type-là dont je vais vous lire le texte, sont des gens qu'il faut absolument contacter et qu'on doit faire en sorte de se rencontrer. Parce que au fond, il propose un gouvernement provisoire du Québec. Moi, je vois pas pourquoi ce gouvernement-là pourrait pas, dans une certaine mesure, commencer à siéger ici, en chair et en os, plutôt que de rester dans l'espace Internet. Je vois pas pourquoi ces gens-là pourraient pas venir défendre leur point de vue qui me semble absolument nécessaire d'entendre. Donc, ça s'appelle « Théorie et pratique de la déclaration d'indépendance proclamée ». Ça a été publié le 22 juin 2010. L'individu parlant... Je vous rappelle seulement que la profession de M. Gilson, c'est un psychanalyste. C'est important de le savoir parce que ça teinte tout son propos. Mais je vous rappellerai que Camille Lorrain l'était aussi, puis que Jean Boutiette, qui a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle « Canadiens français sont doubles », était aussi psychanalyste. Donc en général, j'ai plutôt tendance à faire confiance à ces gens-là quand il est question collectives. C'est des gens qui disent des choses assez importantes pour eux. L'individu parlant que nous sommes tous à des degrés divers est apte à faire savoir à son congénère humain les intentions qui l'animent et l'éthique qui le dirige de plusieurs manières. Par sa langue et par ses gestes, ou par les deux. Et dans tous les cas, c'est par sa langue qu'il se fait comprendre, même au travers de langages différents, qu'on dit corporel ou subliminal, par exemple. Notre langue au Québec, qui est le français, officiellement reconnue comme la langue nationale et du plus grand nombre. Fondement même du collectif qui s'appelle aussi un peuple, à la condition de s'y associer au titre de l'histoire, de son territoire, de sa famille et de ses alliances. Ceci admis, il reste que cette langue se manifeste de plusieurs façons, elle aussi. Elle peut être dite, écrite, voire même simplement pensée. La pensée de l'indépendance, autrement dit de la liberté et des sentiments profonds qui l'accompagnent, est intimement connaturelle à l'exercice de la langue. Connaturelle, ça veut dire de la même nature. Il dit que la liberté est connaturelle à la langue. La pensée de la liberté est connaturelle à l'exercice de la langue. En vérité, cette liberté semble être la marque par excellence du fonctionnement psychique. Et nous devons bien admettre que lorsque d'aventure, le sentiment d'être parasité dans nos pensées nous limite dans le libre choix que nous avons de le faire, nous nous sentons mal à l'aise, en porte-à-faux, malheureux et angoissés. Il arrive alors que nos concitoyens eux-mêmes prennent peur et finissent par interner dans des asiles ou prisons ces êtres forcenés, contaminés en cette liberté de pensée qui s'est rendue autonome de leur bon vouloir, aliénés, dit-on, contaminés par la liberté langagière de l'autre, une liberté inversée dont ils sont devenus les jouets. L'écrit alors est appelé à la rescousse. L'écrit semble fixer cette liberté dans les limites de la raison et de sa logique. Le plus bel exemple en est le fonctionnement juridique. Le fonctionnement juridique qui est encodé dans des règles et lois qui font jurisprudence. L'écrit nous enseigne que la liberté peut, sinon doit, être enchaînée dans des limites légales, grammaticales et d'usage, et qu'alors seulement elle peut faire l'objet d'une analyse, d'une observation quasi in vitro pour en disséquer sa structure et sa fécondité. La liberté accepte même alors de se célébrer, voire de se peindre guidant son peuple. Mais ce faisant, elle risque parfois l'asservissement à d'autres visées aliénantes et contraignantes. Tout se passe comme si le parasitage psychique trouvait son répondant dans le champ politique et social. Si pour un instant la liberté accepte de se mortifier dans ses formes édulcorées, enchâssées, l'écrit, c'est pour mieux ressusciter dans les cris. L'écrit, c'est pour mieux ressusciter dans les cris, les chants,
qui sont autant de manifestations pulsionnelles des élans vitaux de l'être humain, comme s'il avait fallu qu'elle parcourt ce chemin souterrain qui la mena du monde silencieux de la pensée à celui manifeste de l'écrit pour aboutir à l'éclatement du dire, son apothéose opératoire. Eh bien non, madame, la liberté, ça ne se prend pas, ça se proclame. Et ça fait acte. C'est que le dire possède un statut particulier, celui de s'accoupler à la vérité, non pas à la vérité avec un grand V, car toute vérité tient à celui qui l'énonce, qui l'a dit. La liberté s'accouple à la vérité singulière de celui qui la profère, et quand il la profère, la proclame au nom d'un peuple, c'est la vérité de ce peuple. C'est sa vérité. Nous sommes ce peuple dont je dis, moi, la vérité, qui le proclame, que nous le sommes, libres, souverains. Dans cette proclamation, j'existe, moi, peuple québécois, libre en vérité et souverain dans ses prérogatives, territoire, projet de société nouvelle, confiant dans la prospérité de l'avenir qui s'ouvre à nous et à nos enfants dès ce jour. Ce qu'il faut bien considérer ici, c'est l'impact qu'une parole peut avoir sur un collectif, un groupe, une nation. En effet, à défaut d'un leader désigné par des élections libres et démocratiques, ce qui n'est aucunement le cas par le Canada qui nous laisse les pratiques électorales sous condition de rester dans la fédération et d'obéir à une constitution rapatriore de notre vouloir populaire, seule une déclaration libre et vraie peut mobiliser notre peuple. Certes, il serait préférable que cette proclamation soit préalablement adoptée par des représentants du peuple québécois indépendantiste. Cependant, l'effet de boule de neige de cette déclaration solennelle ne saurait être négligé, car l'incrédulité populaire sera à son comble après tant d'années de promesses non tenues. Voir des Québécois se lever et proclamer unilatéralement cette indépendance aura cet effet de levier tant attendu sur notre inhibition collective. En d'autres termes, cette proclamation de notre liberté sera tout simplement fondatrice, justifiant du même coup le moment si rare et précieux où dire, c'est faire, d'après un certain Austin. Nous avons cette chance maintenant au Québec d'accomplir cet acte de libération, de fonder ce pays libre comme cela n'a jamais été fait, de passer du non-lieu au lieu, de la non-existence asservie à l'existence véridique. Aucun édit dicté, aucun traité signé et contresigné ne peut nous priver de ce rare bonheur humain de fonder et créer la nation libre du Québec pour nous-mêmes et nos enfants. Seule une proclamation solennelle accomplira cette geste pour avérer notre histoire. Jean-Paul Gilson. Je trouve ce texte vraiment important, puis je trouve qu'il éclaire davantage ce que j'essaie de dire maladroitement, parce que au fond, il parle de proclamation, puis je pense que la proclamation, c'est tout le contraire de l'explication et du débat. Ouais. Et le débat, à mon avis, appauvrit la force de la proclamation. En fait, c'est plus de la proclamation. Évidemment, ça, c'est le gouvernement provisoire du Québec. Il n'existe pas. Il y a la légitimité dont il se dit investi. Il l'exprime très bien, et moi, je la comprends. Je veux dire, par exemple, un écrivain qui écrit un rapport à la langue qui s'apparente au rapport à la langue dont Jean-Paul Gilson parle. C'est-à-dire, la langue de l'écrivain, c'est une langue qui doit être libre pour avoir un poids et pour se distinguer, par exemple, de la chronique journalistique ou de l'annuaire téléphonique. Donc, c'est sûr que le gouvernement provisoire du Québec n'a pas de légitimité. Mais la Constitution 99 en a pas plus. C'est ça la réalité. Et c'est en ce sens-là que la Constitution de bicaméral et le projet de Luc Archambault est une stratégie qui me semble vraiment porteuse. À mesure où elle dit exactement ce qu'elle dit. Elle dit « La loi 99 n'a pas de légitimité. Le manifeste du nouveau mouvement pour le Québec, évidemment pas de légitimité, mais en plus de ça, son projet essentiel, c'est de reconduire cette illégitimité qui est la suivante, c'est-à-dire continuer à voter des fois, faire des actes forts d'État, comme le disait Réal, essayer d'être proactif, mais à l'intérieur d'un système profondément antidémocratique qui est celui qui sévit au Québec depuis 30 ans, puisque la Constitution, nous ne l'avons pas sévi. C'est-à-dire que, moi, ce que j'aime de ce texte-là et de celui que j'ai lu la semaine passée, c'est qu'il n'y a pas une seconde à perdre.
dans les institutions et dans la logique qui est celle qui prévaut en ce moment. Ce que dit les textes de la loi 99, celui de Luc Archambault, celui que je viens de vous lire et celui que j'ai lu la semaine passée, c'est que nous avons une légitimité démocratique essentielle qui est celle d'avoir vote par vote dans le élu des gens qui proviennent de notre peuple et qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Ces gens-là, c'est la stratégie de Luc Archambault. Lui, il essaie sempiternellement. Je veux dire, ce type écrit sur Internet, là, c'est compulsif, mais c'est pas de la maladie mentale. C'est un effort de fou pour essayer de rejoindre les députés et de les responsabiliser, de faire en sorte qu'ils soient à la hauteur de leurs devoirs. C'est-à-dire que ne plus accepter une seconde de plus que ce vice démocratique essentiel-là continue. Et donc, les appeler à se réunir en constituante bicamérale pour écrire un texte essentiel qui serait une constitution qui aurait une légitimité, la légitimité de pouvoir être un texte qui émane justement d'une constitution, mais qui après, important de le dire, et le texte le dit très bien, serait soumis par référendum au peuple souverain. Donc dire que le peuple, à partir du moment où il élit ses députés, c'est à lui, à nouveau, qui est redonné le texte pour qu'il l'avalise. C'est-à-dire que le peuple est partout présent dans la démarche qui serait celle-là. Et c'est dans ce sens-là que c'est une démarche nouvelle, profondément différente de tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Et c'est ce qui m'effraie en ce moment quand je lis le texte du Nouveau Mouvement pour le Québec. C'est de voir des gens qui se disent tannés de la politique, des façons de faire au Québec et qui, inconsciemment, j'imagine, sont en train de reconduire exactement notre défaite annoncée. C'est ce que je voulais dire. Merci. C'est ça, moi c'est juste pour dire que je comprends ce que Sébastien veut dire. Mais ce que je sens, c'est que, puis j'asais de ça après la vigile avec des gens qui s'en tournaient, et puis ce qu'ils disaient c'était, oui mais je veux dire, quand on vote pour Mme Marois, quand on vote pour Jacques Parizeau, quand on a voté pour René Lévesque, quand on a voté pour tous ces gens-là, on y croyait que c'était illégitime, on y croyait que ça n'avait pas de sens et puis qu'il fallait que ça change, ces choses-là. Oui, mais Parizeau, Gilles Duceppe, le Parti québécois, le Bloc québécois, qu'on a bien vu le 2000 dernier, n'ont pas été élus seulement par toi et moi. Ils avaient aussi un programme social-démocrate, dans le cas du PQ, qui séduisait toutes sortes de gens qui n'étaient pas souverainistes, mais qui n'étaient pas non plus pour une droite à l'avocat. Donc, le Parti québécois, on l'a souvent dit, on n'arrête pas de le répéter, c'est un parti de coalition, il réunit des gens de toutes sortes de tangentes. Évidemment, des souverainistes purs et durs comme des Mous et des Dessiers, mais aussi des gens qui sont bien dans le système confédératif actuel et qui, tu sais, c'est pas tout le monde qui dit jamais dans 100 ans c'est le Satan pour le Parti québécois, et encore moins pour le Bloc. Puis je trouve que le 2000 c'est la résultante de ça. C'est-à-dire que c'est un parti qui, bien sûr, en fait, c'est l'ironie suprême de cette défaite-là, c'est que en même temps, c'est pas ironique, c'est compréhensible. Tu peux pas t'offrir 35 ans à dire que tu veux faire la souveraineté et que tu la fasses pas. C'est une logique implacable. Non, c'est vrai. Puis, à partir de là, ben, c'est ça que je dis, c'est... OK, bon, il séduisait d'autres gens, il fonctionnait un peu selon la machine traditionnelle et tout, mais le nombre de fois que ces gens-là se sont fait... ont été obligés de vendre l'idée de la souveraineté et de l'indépendance du Québec, puis ils l'ont vendu, puis ils croyaient, puis ils expliquaient exactement ça, qu'il fallait que ça change et tout et tout. C'est ça. Mais non, pas souvent, en fait, pas souvent. Ils l'ont fait lorsqu'on leur posait la question, à tel point il y a eu que... des campagnes référendaires, mais Au début, mais plus le temps passait, puis moi, j'ai été frappé, tu sais, je me suis, moi, trouvé dans des discussions avec des amis où ils me disaient « Ah, ça y est, lorsqu'ils sentent l'eau chaude, là, les bloquistes ressortent l'épouvantail référendaire. » C'était nous qui ressortions l'épouvantail référendaire. C'est quand même absurde. En fait, les gens étaient bien conscients de ça, c'est-à-dire que finalement, le Bloc québécois, qu'est-ce qu'il était en train de faire? C'était de reconduire. C'était devenu un parti crypto-fédéraliste, pas de joke. Ils essayaient de travailler à faire en sorte que le Québec ait plus de pouvoir à l'intérieur du Canada. C'était ça, c'était rendu ça. Les super parlementaires canadiens, roués au parlementarisme britannique, à la monarchie constitutionnelle qui est nourrie. Des gens super, mais vraiment qui ont échappé à leur devoir. Et ce que je dis, c'est que ces gens-là
c'est pas leur faute s'ils n'ont pas leur devoir, parce que la stratégie employée n'était pas la bonne. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les gens qui vont porter ce document-là de Luc Archambault et les gens qui vont dire que c'est tout simplement invalide depuis les 30 dernières années? Qu'est-ce qui, pas qui garantit, mais qu'est-ce qui fait en sorte que... qu'est-ce qui fait une différence là, profonde entre ces deux choses-là? Ben, la différence profonde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends que la stratégie référendaire qui nous a déterminés dans une large mesure, quand tu comprends que son terme, c'est un échec, la conclusion, et quand je dis ça, c'est pas pour dire « Ah, on a fait de fausses routes, on était dans le champ ». Non, on tâtonne en politique, on essaie. C'est pas de dire « Vous êtes trompés pendant 50 ans ». Non, le peuple québécois chemine dans tout ça, essaie, tâtonne. Et c'est totalement légitime et c'est totalement noble de le faire. Cependant, ce qui est absurde, c'est de s'accrocher à un paradigme qui nous a montré par 2 fois sa faillite. Tu comprends? Oui. Et en ce sens-là, à partir du moment où tu acceptes ça, que tu en fais le deuil, et c'est ce que Luc Archambault n'avait pas dit à tous les députés à qui il écrit, à ce moment-là, après ça, tu embarques dans la vraie politique. C'est-à-dire, tu sais, j'entends les gens, Gilbert Paquette de Capsule Indépendante, ils disent non, c'est pas un échec, c'est qu'il faut qu'on s'organise. Non. Fais le deuil, puis après ça, organisons-nous. Puis là, après ça, on rentre dans la politique, puis dans l'organisation, puis dans la stratégie. Et moi, je ne commencerai pas à dépenser mes énergies dans une stratégie qui a montré sa faillite. C'est mon clair sentiment. Tu comprends? Donc, moi, je trouve que cette stratégie-là, elle est forte, elle est puissante. Et ça vaut la peine d'y réfléchir, d'y penser. Et ça vaudrait la peine de faire en sorte que les gens influents fassent en sorte que des députés se rendent à Québec, rencontrent Archambault, qui tient ses vigiles, puis qui est un type fascinant à écouter, qui a une maturité puis une profondeur de réflexion. Qui, moi, en tout cas, je trouve que c'est un type, encore une fois, sa réflexion, elle n'est pas... C'est pas une génération spontanée, elle est venue lui aussi de toutes sortes de tâtonnements. Et dans ce sens-là, moi je suis prêt pour l'organisation. Moi je me dis, une fois qu'ils sont élus, ces députés-là, ils sont en chambre, c'est paradoxal dans le sens où veux pas, ils vont se retrouver en chambre. L'action qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se retrouver en chambre. Oui. Bon, ben, une fois, c'est qu'ils dénoncent cette chambre-là, ils dénoncent ce système-là, cette assemblée-là, mais ils se retrouvent en chambre pour le critiquer. Non, ils se retrouvent en chambre pour créer une constituante. C'est-à-dire qu'au fond, l'Assemblée nationale, sur le territoire du Québec, elle reste une institution, comme le dit la loi 99, fondamentalement québécoise. C'est la nôtre. Mais sous égide de la Constitution canadienne, cette institution-là, elle est châtrée, ou excisée, ce serait plus juste, comme l'institution. Ça veut dire qu'elle n'a aucun pouvoir. Mais à partir du moment où tu te sers de ce lieu légitime, puisque des gens votent, comme je te le disais tout à l'heure, pour élire des députés, il y a un geste profondément démocratique qui est fait là, essentiel, premier. À partir du moment où ces gens-là investissent cette chambre-là pour réunir la constituante, tout d'un coup, cette institution-là reprend tout son caractère et son sens et sa vérité. Ils sont là, eux autres, juste pour ça. Ils commenceront pas à voter sur telle loi, telle loi, telle loi. Ce que lui propose, là, c'est là que je te dis, il y a toute une réflexion, puis une stratégie, puis trouver les mots, trouver les façons de convaincre. Mais à partir de là, précédant cette constituante-là, il y a un travail de fait pour créer une coalition. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une ultime division qui est en train de se produire sous nos yeux, qui, à terme, si on suit le même paradigme, va nous mettre, mais mon vieux, 150 ans derrière, tu comprends-tu? Donc, en même temps, moi, ce que je dis, le Québec bouge en ce moment comme jamais. C'est formidable. On peut tous s'en sortir ou on peut vraiment tous se couler en tirant tous les uns sur les autres. Moi, ce que je vois en ce moment, de la part des députés démissionnaires, pas tous, il y en a qui parlent pas, puis peut-être que leur silence est très éloquent, mais de la part des manifestes, des gens qui écrivent de toutes parts, il y a un désir morbide de nous tirer entre nous, alors que, à mon avis, il y a vraiment, puis à Luc, un travail de coalition à faire autour de cette question essentielle. Parce que si tu parles à un député, moi j'ai parlé à l'ancien ministre du député, je leur dis, on convient ensemble que la situation est antidémocratique au Québec. Ces gens-là disent spontanément oui. Alors, je veux dire, la responsabilité d'un premier, d'un député, là, est-ce que tu peux continuer à siéger une seconde de plus si tu vis dans un régime qui nie la démocratie essentielle du peuple pour revenir à cette idée dont je vous disais, qui n'est pas une idée, qui est une vérité, que la liberté, elle est essentielle. Les peuples et les êtres sont nés libres. Et donc, si tu prends quelqu'un comme Amir Kadir, qui est là depuis combien de temps? 2 ans? 3 ans? Là, lui, il est là, il siège, il critique, il dit ce qu'il en est, il va dire que ça n'a pas de bon sens, ci et ça. Est-ce que ça a une incidence sur la démocratie au Québec? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tu l'as dit tout à l'heure,
démocratie au Mais Québec. tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, Amir Kadir, peut-être que c'est la force des choses qui l'a mené là, puis que fatalement, les gens qui repoussent se retrouvent tout d'un coup pris dans une position que tu décris. Parce que moi, je me souviens du jour où il a été assermenté. Amir Kadir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Pourquoi est-ce que je dois prêter serment devant la reine? » Il a dit ça, alors que tous les députés qui rentrent à l'Assemblée nationale, jamais personne ne pose cette question. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle entrée en scène. Mais il n'est pas allé au bout de cette affaire-là. Donc, ce que toi, tu proposes, la constitution bicamérale, c'est que tous ces députés-là entrent en chambre et posent cette question-là et d'autres questions. Non. Pose pas 1000 questions. Non, mais je veux dire, dans le sens- Écrive la Constitution. La Constituante, là, ça se réunit pour écrire un texte. Ah, j'ai une question qui vient de La la salle. Bolivie, la Bolivie s'est réunie en constitution pour faire en sorte de nationaliser les hydrocarbures. Et c'est ce qu'Amir Kadir propose. Lui, il veut faire plein de constituantes sur 1 million de sujets, puis les proposer en référendum au peuple. Mais tu peux pas changer 1 million d'affaires au Québec si tu changes pas, si tu t'attaques pas aux vices démocratiques ça, je essentiels. suis entièrement T'es d'accord. juste en train de reconduire une situation ad nauseam. La Chambre bicamérale, ça date d'avant le 2 mai. Il y avait des députés à Ottawa du Bloc, puis il y avait des députés du Parti québécois. OK, on pouvait parler de Chambre bicamérale. Là, Je suis pas d'accord avec toi, Réal. il y a une soixantaine de députés du GNPD qui sont fédéralistes qui ont été élus. Est-ce que dans le projet de Luc Archambault, on rapatrie les députés du NPD fédéralistes dans une chambre bicamérale avec les... C'est la beauté de la chose. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Absolument, en vérité. Tu as raison. Puis lorsque je disais le texte la semaine passée où je parlais de ce moment dont Jean-Luc Deveau évoque, historique, que le mouvement souverainiste a raté, où il y avait une majorité de députés péquistes à l'Assemblée nationale du Québec et une majorité de députés bloquistes à la Chambre des communes. Une occasion unique qui a été ratée de rapatrier les gens de la Chambre des communes et de les réunir en constituante. Et quand je dis qu'on tâtonne, c'est ça aussi. On apprend de nos gaffes, tu comprends-tu? Là, on n'a plus la majorité à la Chambre des communes. On l'a encore moins à l'Assemblée nationale du Québec. C'est une situation qui est terrible. Mais en même temps, les députés qui ont été élus au fédéral, tu les dis fédéralistes, mais ils font partie d'un parti qui s'appelle le Nouveau Parti démocratique. Ça reste ça, l'appellation essentielle de Est-ce qu'ils vont venir? Non, mais écoute, moi, je pense qu'il y a un travail qui me stimule 1000 fois plus à faire là que de commencer à prolonger et à reconduire un système qui a montré par 2 fois sa faillite. Tu comprends? J'ai bien plus l'envie de m'engager là-dedans. En ce sens-là, là, moi, je veux dire, je me sens beaucoup plus... en fait, il y a une cohérence. Il y a une cohérence, là, que je ne vois pas dans les propos des démissionnaires, que je ne vois pas dans le manifeste du Nouveau Mouvement pour le Québec, que je vois nulle part en ce moment. Tu comprends? Donc, moi, la politique, là, c'est une question de stratégie et de cohérence. Et on a parlé de ça beaucoup, on a dit où est-ce que s'en va le mouvement des vigiles et tout ça. C'est une question tout à fait légitime. Moi, comme je le disais la semaine passée, je parle de cohérence, on parlait de conférences. Les conférences, c'est super intéressant, c'est super le concept d'une université populaire, d'éduquer les gens. Mais, à mon avis, il faut vraiment travailler à éduquer les gens sur cette question essentielle dont on débat depuis 2 vigiles et qui fait tranquillement son chemin, puisque tranquillement pas vite, tu poses des questions, toi aussi, ça se clarifie, t'es arrivé avec la Constitution bicamérale, on a lu la loi 99, on réfléchit à ça. Je trouve qu'on avance. Puis moi, c'est dans ce sens-là que je vais avancer. Les députés de la Chambre des communes, c'est des Québécois qui les ont élus, puis c'est des Québécois aussi qui sont à la Chambre des communes. Ils sont pas parlables, ce monde-là. Moi, je suis pas en train de leur dire, hey, venez nier votre profession de foi fédéraliste. Je suis en train de leur dire, écoutez, soyez à la hauteur de vos responsabilités, faites en sorte que la démocratie soit au Québec. Mais c'est ça. La Constitution bicamérale, le texte essentiel, qu'est-ce qu'il dit, comme dans le texte que Thierry a lu, c'est de dire que il n'y a aucun État qui peut présider aux destinées du peuple québécois sans avoir obtenu son aval, essentiellement. Donc, c'est pas une déclaration unilatérale d'indépendance. C'est simplement dire, nous sommes le peuple et nous sommes libres à la face du monde. Et là, c'est plus, comme je le disais à la semaine passée, un rapport de force qu'on a retrouvé. C'en est un inédit. C'est un rapport de force inédit. Et là, la balle est dans leur camp. Et moi, ce que je pense, c'est qu'une fois qu'un peuple a fait cette démarche-là, qu'on a trouvé les moyens de réunir les gens, que nous, on a fait la démarche d'abord autour de nous. Ensuite, pour faire en sorte que des députés entendent cette parole-là. Je pense que le peuple, lorsqu'il aura fait ce chemin-là, sa liberté, il va comprendre sa richesse, son poids, il va savoir qu'il a vécu quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis crissement longtemps, ça va changer toute la donne. Et c'est ça, quand je parle de quelqu'un qui s'occupe pas trop de politique, qui va voter à tous les 4 ans puis ça finit là, qui a une espèce d'opinion en regardant les nouvelles et tout, quand il s'en va aux urnes, c'est ça qui vote en se disant, bon, peut-être pas tout le monde, mais il y a bien des gens qui votent en se disant,
cette personne-là va respecter mes visions démocratiques. Cette personne-là va au moins respecter les promesses qu'elle a données, ou au moins va respecter ce qu'elle nous a vendu en campagne électorale. Je suis d'accord. Mais tu sais, ce qui se passe en ce moment, là, c'est que ça fait 30 ans que la Constitution n'a pas été signée. OK? Puis ça, là, c'est en train, à force d'être mis sous le tapis, de devenir ce que c'est devenu, c'est-à-dire une question secondaire, alors qu'elle est primordiale. Moi, je me souviens du débat des chefs où tu avais Michael Ignatieff qui répétait à Gilles Duceppe qu'en 2011, la question de la Constitution, ça rejoignait plus les gens. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. Ce qui est répété, c'est parce oui, à force de le répéter, c'est ça qui arrive. Exactement. Mais moi, je te le dis, il faut répéter autre chose. Il faut répéter que c'est important. Mais en même temps, ce qu'on veut, nous, c'est pas créer une crise constitutionnelle. C'est complètement autre chose. La crise constitutionnelle, puis le désir de créer et de provoquer une crise constitutionnelle, je te dirais que ça appartient à l'ancien paradigme qui a montré son échec. Moi, je trouve, et je pense, je suis convaincu qu'il faut au contraire travailler à décréter en constituante un texte qui sera ensuite soumis par référendum au peuple, que la démocratie, c'est la base essentielle de notre communauté politique. C'est le régime dans lequel on est et on veut être. Là, les gens, dans le sens où tu dis, oui, les gens sont pour la démocratie, ils écoutent leurs nouvelles, ils se scandalisent de voir qu'est-ce qui se passe dans les pays où la démocratie n'a pas lieu, hein? Mais je pense qu'on peut rappeler à ces gens-là qu'il y a un vice démocratique essentiel qui est le nôtre et qui se produit ici. Et je pense que ces gens-là vont avoir C'est ça, je dis, c'est qu'il y a déjà ça à faire avant de proclamer. Bien sûr, mais j'arrête pas de te dire la même chose. Okay. Moi, en fait, je pense que c'est ça. Sauf que je te dis que de commencer à parler de, par exemple, la réforme du mode de scrutin, par exemple. Je trouve que c'est une étape qui vient après. T'es d'accord avec moi là-dessus? Sincèrement. Oui, moi, alors que c'est une stratégie, c'est un mot, c'est une phrase, réforme du mode de scrutin, la proportionnelle. C'est comme Jack Layton. Tout le monde est en train de dire que ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. En fait, je te dirais que sur quoi il faut travailler, là, c'est sur ce dont je te parle de tout à l'heure. Moi, je veux dire, on peut théoriser, inviter 1 million de conférenciers, tous plus passionnants les uns que les autres, mais si on parle pas de ça, je trouve qu'on est encore une fois, je répète que c'est toujours en ayant ça en arrière de la tête. Toujours en ayant ça en arrière de la tête. Faire comprendre ce qu'on veut dire. Parce que là, pendant une heure de temps. Là, on a fait comprendre ça aux gens qui sont ici. Oui, mais si tu parles pendant 1 heure de temps de proportionnel au monde pour leur dire après l'heure, par quelqu'un qui est un convaincu de la réforme du mode de scrutin, là, tu termines en disant, bon, mais ça, c'est pas vraiment important. Vous comprenez? Ce qu'on vient de vous parler pendant 1 heure, en fait, ce qui est important, c'est surtout pas faire ça, c'est de faire ça avant. Parce que c'est comme quelque chose. Je pense pas. Je comprends pas. Ce que tu me dis, au fond, c'est d'être habité de cette conscience-là qu'il faut absolument faire ça. C'est que t'es habité. C'est qu'on l'est déjà. Je sens que tout le monde qui sont ici, on l'est déjà. Quand on dit proportionnel, etc., les gens savent de quoi on parle et tout. Mais moi, ce que je sens. Mais non, mais moi, ce que je comprends. Moi, je suis pas convaincu. La seule chose que je trouve, c'est qu'on est 7 millions au Québec. Comment rejoindre les gens de nos convictions? Je pense que. Et ce que tu disais dans ton texte, c'était ce qui est dit dans le texte, c'est je l'écris, je le vis, etc. Donc on parle de proclamation. Je me proclame de cette façon. Je le proclame, mais c'est l'idée de le vivre, de le proclamer, de le vivre à tous les jours, mais je veux dire, si t'es en 2011 et puis que t'as des gens qui ont leur propre symbolique, leur propre référence, leur propre façon de voir les choses, et que le mot radical ne veut pas dire la même chose pour toi, que le mot parlementariste britannique ne veut pas dire la même chose pour toi, que toutes qu'une république constitutionnelle ne veut pas dire la même chose pour l'autre personne. Comment rejoindre ces gens-là? Moi je parle pas de ça, mais c'est pour ça que je te dis, je parle de démocratie. C'est un mot qui a une cote absolue dans le monde et au Québec. Puis c'est un mot que les gens comprennent. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas long à expliquer. C'est quoi la démocratie? C'est le peuple au pouvoir. C'est le pouvoir. Le peuple est dans les mains du pouvoir pour élire des représentants qui sont redevables des gens qui les ont élus. Et c'est en ce sens-là que je pense que, et là j'ai dit à plusieurs reprises que le projet des conférences,
s'il y avait une sorte de mépris derrière ça, qu'il faut éduquer les gens, que dans 10 ans, quand on va avoir bien fait comprendre aux gens qu'est-ce que c'est qu'une proportionnelle, qu'est-ce que c'est qu'une république constitutionnelle, qu'est-ce que c'est qu'une monarchie constitutionnelle, qu'est-ce que c'est que là, les gens vont être éduqués, prêts et à brandir. C'est pas ça, c'est parce qu'on est là, on discute, et puis tout ça, il y a des gens qui passent tout le temps, ils écoutent un peu. Mais man, sais-tu quoi? Moi, c'est juste là, aujourd'hui, juste un peu là, puis j'ai juste rejoint un petit peu du monde ici aujourd'hui, là, sérieusement, là. Je trouve que c'est énorme. Je le pense, sincèrement. Parce que je trouve que je suis dans le bon truc. Tu sais, moi, j'essaie de... Non, je comprends la valeur d'être ici. Je comprends la valeur d'être ici. Non, mais de dire ça. Parce qu'Archambault, moi, il m'a convaincu. Tu sais, depuis ce temps-là, je t'en parle. Tu sais, c'est pas peu de choses. Tu sais. Dans ce sens-là, écoute, moi, ça fait 20 ans. Je fais partie d'un groupe de musique, mon gars, qui est sur toutes les tribunes, qui parle de souveraineté. Ça fait 20 ans que je pense à ça. Tu comprends-tu? Je disais, c'est pas comme si je tombais de la dernière pluie, puis je veux pas dire par là que j'ai la vérité infuse, mais je veux dire, j'ai réfléchi, moi aussi, beaucoup à ça, lu, posé 1 million de questions. C'est une énigme, tu sais. Non, mais moi, j'ai déjà dit dans un discours, je sens qu'il y a une majorité de citoyens au Québec qui sentent que c'est l'avenue qu'on en Je prend. pense, moi, exactement ça. Je crois que les gens sont profondément indignés comme nous. Mais si tu as tout le temps des députés qui n'assument pas leurs responsabilités et qui, aussitôt qu'ils sont élus, font le contraire de ce qu'ils devraient faire, comme je te donnais l'exemple du bloc, qui est reconduit ad nauseam. C'est quoi la méthode qui va faire que... Tu parles le document constituant, c'est une stratégie qui va faire en sorte qu'on peut s'assurer que les gens qui vont aller moi, je pense que ce document-là et la manière dont il est présenté par Luc Archambault, c'est un document et une stratégie qui vise d'abord à rejoindre les gens qui sont élus, les députés. Et moi, je pense que, quand je te dis ça fait son chemin parmi nous, tout le monde, nous avons élu un député. Donc, je dis, et dans une certaine mesure, un bureau de circonscription de comté, ça existe. Et on peut, tu sais, je te donne un exemple, on peut aller se plaindre à notre député parce qu'on trouve que les rues sont pas bien lavées. Bon, mais c'est un exemple de choses. Mais on pourrait dire à un député, écoutez, moi, là, je veux dire, ce vice démocratique-là, je veux plus qu'il dure une seconde. Tu sais, tu peux dire ça, c'est déjà un début de sensibilisation. Puis si ce type-là entend ça d'un de ses commettants, puis après ça, il lit ça dans les journaux parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte, il se dit, tabarnak, il n'est pas le seul à penser ça, tu comprends-tu? Puis à partir de moment, ça fait une boule de neige. Puis faire référence à un texte de Catherine Dorion qui disait, mais c'est ça la politique, c'est qu'à un moment donné, ça fait boule de neige, puis à un moment donné, les médias en parlent, puis à un moment donné, ça devient Jack Layton, puis à un moment donné, c'est ça la saveur, puis à un moment donné, c'est ça que tout le monde veut faire. C'est ça la politique. Et ce que j'aime de cette stratégie-là, c'est que c'est pas une politique de crétin. Tu sais, c'est pas en train de dire votez pour Jack à cause qu'il y a une canne, qu'il a le cancer, puis il fait, je sais pas, il y a quelque chose qui appelle au sentiment-là. Du peuple, là, puis le pouvoir du peuple. Je trouve que c'est pas la saveur du mois. Tu veux ajouter quelque chose, Thierry? Je digère. Il y en a d'autres qui veulent parler. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter Il y a beaucoup de choses dans Moi, je vais le vous poser une question. Oui. En avant. Allez-y. Devant la caméra. Là, demain matin, j'ai un peu de misère avec ma gorge. Je ne vais pas parler longtemps. Ça me crée ça. Demain matin, Jean Charest, c'est sûr, il paraît qu'en automne, ça s'en vient. Il a bien l'intention de lancer les élections. Là, on est dans des beaux draps. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas de parti, là. Moi, le Parti québécois, pour moi, ce n'est plus rien du tout. Le bloc... Je suis pas d'accord avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 4 démissionnaires, il est contesté dans les Est-ce que vous croyez vraiment que la population y croit encore? Ben, écoutez, moi, ce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut faire en sorte de rejoindre les députés du Parti québécois et leur dire, écoutez, vous êtes en train de couler, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Pas d'accord avec ça. Moi, je pense vraiment que ces gens-là sont d'une sensibilité et d'une écoute démesurée en ce moment. Là, je ne te coupe pas la parole, mais je dis, qu'est-ce qui est arrivé au Bloc québécois aux dernières élections? Soyons clairs, soyons objectifs. Est-ce que quelqu'un parmi nous, même ici, avait imaginé une seule seconde que le Bloc allait prendre un sale coup de pied dans le cul? Si M. Layton n'avait pas été malade, comme il dit, s'il n'avait pas attiré la pitié sur sa personnalité, il n'y aurait jamais eu autant de Mais est-ce que vraiment est-ce qu'on imaginait une seule seconde que le Bloc, avec ses 40 et quelques députés,
allait se retrouver avec 4 députés. Attention, avec 4 qui sont passés, comme on dit, à coup de... pas très loin de tomber. Donc, on est presque sûr que peut-être quand même il y a eu... Votez pour moi. Il y aurait eu peut-être un effacement complet. Là. Aujourd'hui, le Bloc n'a pas de chef. Oui. Il n'y en aura pas. Et même qu'ils sont en train de penser mettre des chefs, mais si j'ai des ondes là qui arrivent là, mais si vous regardez la liste des futurs, c'est une catastrophe incroyable. Des gens qui sont absolument affairistes, qui n'ont rien à voir dans la... Chez eux, l'indépendance, la souveraineté, ça c'est tout à fait, c'est même pas secondaire. C'est peut-être à 6e, à 10e place en arrière. Et c'est ça que Gilles Duceppe, aujourd'hui, il est en train d'essayer de mettre en avant, parce que lui, il n'a pas eu le courage de continuer. Il a lâché le bateau en pleine tempête. Chef? Ah oui. Ben oui, qu'est-ce qu'il a fait? À votre avis, qu'est-ce que Duceppe a fait? Quand il vient la nuit, il se lève là devant tout le monde avec une gueule comme ça. Et puis là, messieurs, mesdames, je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus rien savoir. Mais là, comment c'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Ben non, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Le bateau était en train de se noyer, tu fais quoi? En fait, ce que vous dites, puis je suis d'accord avec ça, ça a révélé quand même quelque chose. Moi, là, je peux pas mettre des chefs comme ça. Demain matin, toi, là, tu me dis que tu vas être un chef. Je vais te dire, regarde, je suis bien d'accord de te mettre chef. Mais le jour que le bateau est coule, c'est toi, tu restes aux commandes. Que tout le monde coule, meurt, tu meurs en dernier avec ton bateau. Non, mais ça fait longtemps qu'il a mené le bloc. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Le bateau, il n'est pas mort encore. Non, mais écoutez, ça a été une chiffre. Et il a démissionné, parti, il a fait comme Lucien Bouchard. Lucien Bouchard a fait pareil. Non, mais je vous dirais que Jacques Parizeau a fait pareil. Aussi, oui. Tout le monde a fait pareil. C'est ça. On fait la même chose. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ah, oui, en effet, je suis d'accord avec vous. C'est parce que... Bon, vas-y. Juste répondre à ça. Ça, c'est ça pour discuter là-dessus. On va discuter. Je trouve que c'est ça. Les gens se rapprochent instinctivement. C'est plutôt bon signe. Juste, c'est ça, une spécifique. Ben oui, allez-y. Ça peut être pour ça, ça peut être pour ça. Non, mais je ne sais pas comment faire. C'est comment intéresser les jeunes. Comment intéresser les jeunes à l'action politique, je ne sais pas comment faire. Comment intéresser les gens? Comment les intéresser? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit. L'histoire, ils s'en foutent. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit. Ouais, je veux juste dire. Il y en a un jeune. En leur disant les choses intelligentes. Quand on a l'impression de se faire mentir, quand on a l'impression, moi j'ai 29 ans, là. J'ai commencé à être souverainiste, à m'intéresser à la politique depuis les dernières élections. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à entendre des choses intelligentes en politique. C'est pas des politiciens qui les ont dit, ces choses intelligentes-là, c'est des gens, c'est des citoyens, c'est des gens qui sont engagés. Mais puis moi, dans mon milieu de travail, je travaille quand même pas mal des jeunes, j'ai tenté le coup un peu. C'est ça qu'on me dit, les gens, là, quand on leur dit des choses intelligentes, on leur dit la vérité. On n'essaie pas de leur cacher les choses. Les jeunes, là, ils sont prêts à écouter. Complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord. Mais sinon, il n'y a pas de temps, on écoute des gens actuels, le monde, là, les jeunes se ferment, ils ne sont pas intéressés, ils ne sont même pas intéressés à les voter. OK. Bon point. Ok, la décadence du Parti québécois a commencé los que M. Bernard Landry a démissionné. Là aussi. Moi, j'ai contacté M. Landry à l'Université Laval et moi, je me suis dit, vous allez se souvenir de ça. Y lo hemos hecho dans le Parti québécois, les gens parlent de politique, c'est pas la chose. La madame vient de poser une question, comment est-ce qu'on fait pour amener les gens en politique? C'est la même chose, c'est comme parents, pour avoir l'autorité morale sur les enfants, pour que los enfants no obéissent, il faut avoir l'autorité morale. Et aujourd'hui, les politiciens n'en ont pas. Moi, j'ai prédit la fin du bloc québécois, puis le Parti québécois, ça va à la même direction. Puis si demain il y a des élections, c'est bien sûr que Jean Charest va continuer
dans le pouvoir, même minoritaire, parce qu'aujourd'hui on est pire. Regarde, dans Duplessis, on avait les sages, au moins il y avait des politiciens qu'on avait les choix, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Jean Charest qui est mauvais. Excusez-moi, c'est pas seulement Jean Charest, il y a aussi Pauline Marois. Pour moi, le problème du Parti québécois, c'est Pauline Marois. Regarde Bouchard, un ex-premier ministre qui défendait les intérêts du peuple québécois, il travaille pour les multinationales. Regarde, les partis québécois, c'est dans la... J'ai dit tout le temps, les Québécois sont dans la mer que tout. Ils se rendent pas compte. Alors, moi, je vote, et chaque fois qu'il y a des élections, moi, je me lance toujours comme candidat indépendant souverainiste. Et je suis seul. Qui m'a donné cet espoir? Amir Kadir. Et moi, je suis pour Québec solidaire. Voilà. Bravo. Ça fait la vérité. C'est ça la vérité. Ben, moi, je pense pas. Mais là, moi, j'ai plus confiance en personne parmi eux. Plus confiance du tout, là. Là, tu me cherches, là, je sais plus c'est qui, là. Sors-moi un en avant de moi, j'ai plus confiance. Et le peuple québécois est rendu comme ça. Aujourd'hui, le peuple n'a confiance en personne. Quand vous demandez à quelqu'un, vous lui dites « Ah, ben là, ça recommence. Ben moi, j'en veux plus, je veux plus aller voter. Moi, je veux plus rien. » Il a raison. Il a raison. Mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est normal. Quand tu regardes ces hommes politiques au Québec, que ce soit au Québec ou bien au fédéral, ou bien ailleurs, c'est la même saleté. C'est la même saleté. Des gens qui sont là pour exploiter. Monsieur, j'aimerais juste dire quelque chose. Le peuple se cherche beaucoup plus que Exactement. Non, mais le peuple se cherche, mais ce que vous semblez oublier, qui me semble important de dire, c'est que Amir Kadir, Pauline Marois, Bernard Landry, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, ils sont le peuple. Ils sont pas au-dessus du peuple. Ils vivent ce que vive le peuple. C'est seulement... Donc tu vas me dire que je pense tout le monde est trompeur. Non, je dis au contraire, tout le monde est trompé. Par l'idée que non, tout le monde est trompé et reconduit cette tromperie-là. Hein? On est trompé, mais par des trompeurs. Là-dessus, donc, ça veut dire comment devenir trompeur plus tard. Je pense que c'est non, c'est pas une fatalité, ça. Ben, c'est pas une fatalité. Au contraire, je propose quelque chose pour sortir de la fatalité. Là, j'ai l'impression que tu es en train de me dire que si Bouchard, il est... c'est un vendu, puis là, c'est un vendu, puis là, c'est un vendu. Mais c'est pas ça que je dis. C'est normal que tout le monde soit vendu. Et ils font partie de la population, c'est normal. C'est correct. Mais nous, on va voter qui plus tard? Je dis que tout le monde au Québec et nous, à la Vichy, nous sommes tous compromis dans ce jeu de dupes-là. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, si tu conçois et que tu comprends ça, je disais, pourquoi est-ce que tu te mets à garrocher et à lapider une personne en particulier pour qui est l'émanation d'une vérité qui concerne tout le monde? Je veux dire, que Lucien Bouchard est viré de capot complètement et soit rendu quelqu'un qui travaille avec... qui défend les grandes entreprises, l'email contre les syndiqués, qui défend les grandes entreprises gazières après. Je veux dire, à son échelle, c'est déplorable, mais je pense qu'à notre échelle, à tous, nous avons fait ces gestes de compromission. Il y a certaines personnes qui, oui, refusent complètement. Monsieur est un bon exemple. Si je me présente comme candidat indépendant, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même créer une espèce de coalition, créer une force politique. C'est la seule manière de nous sortir de cette situation-là. On ne peut pas être coalition, c'est pour ça qu'on est là. C'est le paradigme leader des coalitions. C'est que, tu sais, tu vas entendre souvent, on veut un leader auquel on peut croire, etc. Mais t'as d'autres gens qui arrivent et qui disent non, c'est parce qu'il faudrait que le peuple soit un leader, il faudrait que le peuple au complet, chaque citoyen qui se met les mains à la pâte, soit un leader. Dans ce sens-là, c'est cette idée-là. Ouais, c'est pour ça que je trouve que la stratégie dont je parle met au centre de toute la démarche de peuple et lui donne en fait son essentiel leadership et son droit essentiel de décider des choses et de faire en sorte que la tromperie cesse. C'est-à-dire que la stratégie référendaire, c'est la suivante. Un parti se présente, l'article 1er du Parti québécois, c'est de faire la souveraineté du Québec. C'est le 18e point du programme de Québec solidaire. Donc, déjà là, moi, j'ai un problème. Déjà là, j'ai un gros problème. Et donc, le Parti québécois se présente en élection, réussit à séduire les gens sur toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement seulement la souveraineté. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est en ce sens-là que
ils sont aussi, à un moment donné, redevables de cette population-là. Et à un moment donné, c'est ce qui se passe au Parti québécois, c'est qu'ils disent, puis moi, là, j'ai parlé avec des députés, puis il y en a des démissionnaires qui m'ont dit, écoute, la différence entre moi et un tel, la seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on respire. Ça te donnait une juste représentation des dissensions totales au sein même du parti qui a comme article premier de faire l'indépendance du Québec. Donc, c'est-à-dire que, je veux dire, c'est la même chose que pour le Bloc, c'est qu'à un moment donné, à l'usure, les partis qui n'arrivent pas à réaliser leur article premier, ben ils tombent. Puis après ça, ils sont remplacés par des gens comme le Québec solidaire, puis Amir Kadir, qui arrivent avec une nouvelle plateforme, avec un nouveau visage, plus jeune, plus chouette, plus cool, plus tout. Mais écoute, ces gens-là vont s'épuiser à cette équipe-là aussi. Ils vont être remplacés par d'autres. Mais combien de temps est-ce qu'on peut durer à lapider nos chefs comme ça successivement? Combien de temps on va durer comme ça? Moi, je pense que ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. On ne peut pas accepter un chef et faire une coalition avec un chef. C'est pas parce que c'est une femme. Parce que c'est un mauvais chef du parti. Parce que le Parti québécois, c'est le parti de notre nation. Okay? Moi, il y avait ma carte de membre. Et je refuse de faire partie d'un parti mené par une madame qui a un manoir. Et vous savez l'histoire du manoir. C'est pas parce qu'il a l'argent. Vous savez la vraie histoire. Comment est-ce qu'elle a eu ce manoir? Okay? Il faut le lire. Moi, je m'en fous que les gens soient riches ou pauvres. Mais il faut avoir. Regarde son mari. Juste son mari. Elle a fait entrer son mari dans. Oui, il y a eu pas mal de... Voilà. Et après ça, je ne sais pas combien de temps après, il est sorti avec 90 000 $ par année. Comme, je ne me pas le mot bien pour le dire, mais ça c'est l'arnaque. Okay? Il ne faut pas faire confiance en une personne qui dit travailler pour le peuple. Pour cette raison, je ne crois pas à la coalition. C'est pas qu'Amir Kadir que la plupart de ces... des articles qui sont dans son programme, finalement, c'est toujours en lien avec les politiques étrangères d'environnemental, le cap and trade et toutes ces choses-là. Il ne propose rien d'alternatif ou de spécifiquement québécois. Il propose d'entrer dans la mondialisation la mondialisation moderne, c'est-à-dire comment fonctionner les lois environnementales. Il apporte exactement ce qu'un démocrate aux États-Unis peut apporter comme Obama, ou ce que Jack Layton apporte, qui est toujours un peu finalement de pouvoir fonctionner avec les lois économiques, là, les nouvelles lois qui sont mises de l'avant pour les lois environnementales, les lois du cap and trade, toutes les décisions internationales qui ont été prises par des institutions comme l'ONU, puis le FMI, puis ces choses-là. C'est ça, c'est que ces gens-là entérinent de facto la situation antidémocratique qui est la nôtre. Et ça, moi, je pense que le peuple vraiment est très sensible à ça. Et que ce que vous dites et ce qui vous indigne, c'est la même chose qui m'indigne aussi, c'est-à-dire, on est tanné d'avoir des crosseurs. Je comprends très bien ce langage-là. Je dis, c'est vrai, je comprends le ras-le-bol des gens, je comprends très bien ça. Mais en même temps, ils sont pas crosseurs parce qu'ils ont un manoir, ils sont pas crosseurs parce qu'ils décident de faire autre chose après qu'ils ont c'est la façon dont ils ont gagné le manoir, oui. Voilà. C'est pas parce qu'il a son manoir. Écoute, c'est comme la façon dont c'est votre tranche. Comme il l'a dit là, c'est la façon dont elle a été cherchée ce manoir-là. Moi je pense que par différentes sortes de détournements. Et Maria va-t-il s'acheter un manoir? Elle n'en a pas, elle a même pas fini d'acheter sa maison. Alors voilà, ça veut rien dire avoir un manoir. Voyons donc. Elle paye encore. Oui, mais c'est ridicule. Elle peut avoir un héritage. Des gens qui sont moins fortunés. Je sais que c'est pas un héritage qu'elle a eu. Elle peut avoir un héritage. Oui. Bon, alors, Mme Marois n'a jamais volé personne. Lorsqu'elle était ministre des Finances, il a fait construire une toilette de 900 000 $. Mais c'est l'argent là, non? Non, mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que ces histoires-là de qu'est-ce que la personne fait, si elle est crédible, si elle n'est pas crédible, etc., c'est que nous, on la met là, elle est supposée représenter le peuple. On s'attarde, c'est les trois quotidiens, puis c'est les médias de masse qui lancent ces débats-là, puis ces discussions-là. Parce que dans le fond, ça fait complètement diversion sur les questions de fond, puis sur les choses importantes de ce qu'est la démocratie du peuple québécois. Et puis ces gens-là sont venus représenter
les désirs et ce que le peuple québécois voulait. Et puis, dans le fond, ce dialogue-là, puis les questions de fond importantes sont remplacées par les discussions sur qu'est-ce que cette personne-là est. Hein, on aime bien ça, les téléromans. Sur des enjeux moraux, regarder Chartrand et Simone, hein, puis de savoir leur vie. Simone, hein, puis de savoir leur vie. On n'était pas là, on ne sait même pas si le téléroman a rapport avec leur vraie vie. Ou les 2 séries qui ont été faites sur René Lévesque. Pourquoi qu'on parle pas pourquoi qu'il n'y a pas des émissions qui sont tout le long là, sur des problèmes qu'il y a eu en chambre, puis des détails de loi qui n'ont pas réussi à passer, puis pourquoi, puis etc. Non, c'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on fait une télésérie, puis on parle de l'émotion de cette personne-là, de l'humanité de cette personne-là, puis je comprends, là, mais en démocratie, que ce soit Patoff ou n'importe qui nous représente, c'est pas important ce qu'il fait dans sa vie privée. Oui, dans un sens, mais qu'on passe notre temps à critiquer ce que ces gens-là font, au lieu de critiquer ce qu'ils font en chambre, puis les lois qu'ils font passer, puis pourquoi ils n'ont pas passé, c'est là qui est tout le problème. Regarde, c'est là que je trouve... Non, regarde, la même chose, on s'attend même pas sur sa vie de choses. Regarde, moi, j'ai juste à regarder qu'elle était à l'époque avec Lucien Bouchard et les histoires de dénationalisation de certaines compagnies pétrolières qui appartenaient au gouvernement québécois, ça a été fait avec ces deux-là, Laron, là, et Pauline était là, et le système de santé qui est parti en 1000 morceaux, Pauline Marois était là, était même ministre je pense, de la Santé à l'époque. À l'éducation, c'est fiasco complet. C'est Pauline Marois qui était là pareil. Écoutez, dites-moi quelque chose de positif que cette madame... Franchement, il n'y a rien. Pour moi, là, Pauline Marois, tout ce qu'elle a fait, où elle est passée, il y a eu des catastrophes. Moi, je le trouve complètement suicidaire, ce point de vue qu'elle vôtre, c'est-à-dire que de trouver un bouc émissaire aux problèmes qui sont les nôtres profondément, c'est-à-dire cette femme-là, ce parti-là et tous les autres qui représentent le peuple québécois à divers niveaux reconduisent, je dirais presque inconsciemment, un mal beaucoup plus profond, une tromperie, tu sais. Et c'est pas une tromperie si profonde, je veux dire, elle date depuis 30 ans. Et elle va devenir de plus en plus profonde, comme la conquête est devenue quelque chose qui maintenant ne signifie plus rien pour les... On est en passe de faire en sorte, en martelant que la Constitution et le programme constitutionnel québécois n'intéressent pas les gens, on est en passe de faire en sorte que cette question cruciale en devienne une triviale. Et c'est en train de tout à fait réussir. Et je veux dire, c'est ça la réalité de l'affaire. Je veux dire, là, on pourra dire, et moi, c'est ce que je dis, Pauline Marois doit assumer ses responsabilités. Mais moi, je ne vais pas crucifier Pauline Marois pour un problème qui concerne tous les représentants politiques au Québec. Tous sont compromis dans cette histoire-là. Et donc, en ce sens-là, je trouve auto-suicidaire cette façon de lapider les chefs du Parti québécois un après les autres. Monsieur Mourani, est-ce que vous voulez lapider Jean Charest, s'il vous plaît, pour le pillage de l'économie québécoise? Il n'a même pas besoin de lapider, il se lapide tout seul. C'est ça que je veux entendre. Il se lapide tout seul. Parlez-moi de la Caisse de dépôt et de placement. Il n'y a même pas besoin, avec Jean Charest, il y en a tellement. Parlez-moi d'Hydro-Québec. Regarde, non! Parlez-moi du gaz de schiste à 10 cents l'heure. Attends, laisse-moi parler. Parlez-moi de Jean Charest. Je vais te dire, Jean Charest, il n'y a pas à dire, là, tous les journaux parlent pour lui. C'est faux. Hein? Je vais vous parler du Labrador, moi. Ouais, parlez-moi de Lise Payette qui vient de dénoncer le pillage du Québec. Le Québec se plaint du fédéral qui finance un projet dans le Labrador. Puis le Labrador appartient au Québec, a été enlevé au Québec inconstitutionnellement. Parce que la Constitution canadienne dit bien que le territoire ne doit pas être touché sans le consentement du Québec. Le fédéral n'a jamais eu le consentement du Québec. Ils ont pris le Labrador et ils l'ont donné... Mais ils ont eu le consentement des souverainistes, OK, ça va Non, ça s'est fait bien avant. Ça s'est fait bien avant, madame. Le Labrador, ça s'est fait dans les années 20. Oui, mais c'était pas officiel. Non, ça s'est fait en 49. C'est ça, quand tu décides à refuser de protester
contre l'admission de Terre-Neuve à un moment donné dans la Confédération. Il n'a pas émis aucune opposition quand Terre-Neuve est rentré dans la Confédération. Duplessis, la seule remarque qu'il a faite, c'est qu'il y avait plus d'Anglais qui étaient amenés dans la Confédération canadienne. Mais c'est la seule, mais il n'a jamais protesté contre le jugement de 1927. Puis il dit, quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, en 1976, on a accepté le Labrador, puis nous-mêmes, on l'accepte parce qu'on met une carte du Québec sans le Labrador. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une acceptation passive des gens. Même, il y a eu une histoire sur le temps de Tachereau. Le Labrador, le Terre-Neuve voulait, parce que le Terre-Neuve était en faillite, voulait nous vendre le Labrador pour 100 millions de dollars. Or, le gouvernement de Terre-Neuve d'alors était allé voir à la fois le gouvernement canadien puis le gouvernement d'Alexandre Tachereau, provincial, puis ils ont refusé à un moment donné de négocier quoi que ce soit pour 100 millions de dollars pour que le Labrador nous revienne. Oui, ça nous appartenait. Ça nous appartenait, oui, mais on n'a jamais posé des actes d'occupation. C'est-à-dire que le Labrador, jamais le Québec s'en est occupé. Jamais le Québec a essayé d'assumer ses juridictions sur le Labrador. C'est ça, ça a été un territoire inoccupé. Il y a seulement Duplessis qui s'est tenu debout et mettre l'impôt provincial. Oui, c'est ça, mais il n'y en a pas mis sur le Labrador. Est-ce qu'il y a eu quoi depuis? Mais ce que vous dites est très juste, puis il y a un livre qui va paraître à l'automne d'un géographe qui s'appelle Henri Dorion et qui parle, il s'est écrit conjointement avec un autre titre, qui parle du flou des frontières au Québec. Parce qu'une fois que le Labrador a été cédé, encore la limite territoriale du Québec, elle est absolument pas. Non, elle n'a pas été cédée. À marée haute ou marée basse, il y a une différence. En fait, il y a un flou. Et évidemment, la cession du Labrador au fédéral, c'est une manière d'enclaver le Québec, c'est-à-dire de lui enlever son accès à la mer à cet endroit-là. Tout est fait en sorte d'enclaver le Québec et maintenant de rendre, et cette politique de non-intervention, de non-occupation, contribue à rendre floues nos frontières. Et là, on parle de frontières territoriales et frontières identitaires aussi. T'sais, de plus en plus, la langue est contestée. Écoutez, c'est un travail de fond et c'est ce qu'on appelle le statu quo. Le statu quo, ça veut dire un immobilisme, c'est une fausseté totale. Le statu quo, c'est une progression constante d'un enclavement engagé depuis très très longtemps. T'sais. On s'est fait mettre dans une cage à homard. On peut plus en sortir. Il y a un rapetisse de plus en plus. Et puis moi, je vais dire une chose aussi. Dans cet état actuellement où on est, la province n'est pas gouvernable. Là, on essaie de se battre pour mettre un premier ministre à la place de Jean Charest. Mais un premier ministre de quoi? Un premier ministre d'une province. On n'est pas en train de se battre pour mettre un chef d'État. Un président de la République. Ça nous donne mais là, nous, ça prend un président de la République. Parce que la province n'est plus gérable. Tout ce qu'un premier ministre va faire ici, là, que ce soit un gars de... même un indépendantiste pur et dur, ne pourra rien faire tant que ce ne sera pas une république. On est tout à fait d'accord. Parce que tout ce qu'il va faire, comme on dit, c'est éteindre le feu là, éteindre le feu ici. Et comment faire pour arriver à la République que vous appelez de tous vos voeux? L'Assemblée nationale. Elle est là, les députés sont votés, ils arrivent à l'Assemblée, majorité de députés votent pour le pays unilatéralement, déclaré unilatéralement par l'Assemblée nationale. L'ONU est avertie, les pays commencent à nous reconnaître. Oui, mais monsieur, l'un derrière l'autre, le Québec est devenu un pays déjà. Monsieur, je crois quand même que pour que la démarche que vous proposez ait une légitimité, puis ait surtout légitimité populaire, il faut que ce décret qui est fait en Assemblée nationale par le parti d'une déclaration unilatérale, il faut qu'elle soit soumise par référendum au peuple. Non, oui, absolument. Ça, c'est la grosse combine. La grosse combine des fédéralistes. On a inventé le référendum. Ça fait 40 ans que ça traîne. Et ça va traîner. Ouais. Ça va traîner encore 200 siècles. Le deuxième n'était pas légal. L'indépendance, messieurs, tous les autres pays l'ont pris. L'Assemblée a voté. Monsieur, vous semblez oublier que le Québec... Et le pays est devenu indépendant. On n'est pas passé par des référendums pour aller demander à lui, puis faire des palabres. Des parades constitutionnelles à n'en plus finir. Je parle pas de ça. Et décourager le monde avec ça.
et puis mettre les agents fédéraux au milieu pour faire capoter tout ça, et puis envoyer des autobus à Montréal avec des « We love you », là, hein, puis l'autre avec sa jupe « We love you, we love you ». Bon, puis les Québécois, hein, on les connaît. Des buveurs de bière, OK. C'est tout. Et puis Trudeau, pas Trudeau, je veux dire Charest, qu'est-ce que vous voulez me dire, ça Charest encore? Mais là, c'est parce que... Bon, est-ce qu'on termine? Oui, je vais terminer. Je vais terminer en essayant de terminer parce que là, il s'est dit... J'ai essayé de synthétiser ce qui s'est dit. Moi, j'ai beaucoup de difficulté à me faire une idée globale de tout ce qui s'est dit dans le show. Je vais te poser une question, Sébastien, juste pour me clarifier les idées puis aider un peu. La constituante est composée par qui? C'est-à-dire, qui sont les individus qui vont créer le texte qui va... OK, c'est une super bonne question. Parce que, au fond, travailler maintenant à faire en sorte qu'il y ait une coalition transpartisane, transgénérationnelle, la plus large possible, de députés qui sont en fonction en ce moment. Faire en sorte que ces gens-là qui... Je sais pas, il y en aurait peut-être... un qui commence à se compromettre d'un parti, qui réussit à convaincre un autre, ou bien qui réussit à convaincre des gens de son parti, et qui, ultimement, réussit à convaincre même un parti de travailler dans ce sens-là. Ces gens-là, advenant à une coalition importante, se présentent aux prochaines élections provinciales, qui sont les élections à l'Assemblée nationale du Québec, et si un de ces partis, ou un de ces députés appartenant à ces partis qui appartiennent à cette coalition-là, est élu, le parti de facto a mis de l'avant ce projet de constitution comme la première chose qu'ils vont faire une fois à l'Assemblée nationale du Québec. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas commencer à régler le mode de scrutin, travailler à faire en sorte qu'il y ait plus d'îlots de verdure à Montréal, un million d'autres choses. Ils travaillent essentiellement à ça. C'est ça. Ils réunissent la Constitution. C'est ça. Ils réunissent la Constitution. En ce sens-là, ils ont une légitimité première et essentielle. Ils ont obtenu l'aval de la population pour faire ça. Et à partir de ce moment-là, les autres là, qui sont invités à la Constitution et qui ne faisaient pas partie de la coalition dont je te parle, en regard du peuple, ils sont instamment invités à venir participer à cette Constitution-là. Et s'ils le refusent, c'est eux qui sont dans le champ. Faut qu'ils le disent avant de se faire élire. Oui, ouais, mais là, il y a une petite question. Complètement. Il y a une petite question parce qu'en 1995, on l'a essayé de façon partielle. Là. Quand Parizeau avait convoqué ses commissions, à un moment donné, qui étaient au fond des mini-constituantes, là, il y avait 13 commissions qui s'est réunies en une super commission par la suite. Bon, les libéraux avaient refusé systématiquement d'y participer. Il n'y a pas eu de fédéralistes ou de groupements fédéralistes qui ont participé à ces commissions-là qui lui auraient donné une légitimité. Puis Daniel Johnson, à l'époque, le savait fort bien. Donc, à cause qu'ils n'ont pas participé, ça n'avait pas de légitimité? Ça n'a pas eu d'impact politique, si on peut dire. Cependant, ce que je pense, moi, quand je disais tout à l'heure que le Québec le bouge comme jamais, là, M. Moani, c'est votre nom, vous disiez tout à l'heure, ils vont provoquer des élections et il y a de fortes chances que le Parti libéral soit reconduit pour un quatrième ou cinquième. Non, je ne serai pas compris. Mais en tout cas... Il va se prendre une raclée, lui aussi, là. Non, mais ça se peut, mais moi, ce que je pense, en effet, c'est que la majorité... va se prendre une raclée. Oui, les poteaux. Les deux. Les Il va poteaux. se passer comme c'est passé avec les fédéraux, là. Les poteaux. Le bloc est tombé, puis le Parti libéral aussi est tombé. Advenant une Je sais élection... pas, moi, quand je pense aux élections, puis je regarde ce qui est arrivé à Montréal, Parce qu'on n'écoute pas le peuple. Tremblay, là, il n'était pas aimé de personne à Montréal. Ben là, il est maire de Montréal. Qui ça? Tremblay. Tremblay, À cause là? de quoi? Ah, ben là, À cause que c'est 3% t'avais un paquet de gens qui votaient Bergeron. Combien? 3% ou 4%. Qui votent, qui a voté pour Tremblay, ben c'est ça. Ben, Ben, c'est c'est lui pas qui est le maire. démocratique, Mais ça, c'est là. lui qui est le maire de Montréal. Ben non, c'est pas démocratique. Ben oui, mais là, il va. Ça, il n'y a rien de Il y démocratique. a la moitié des citoyens de Montréal qui n'ont pas été votés. 25% de la population qui va voter. Il y a eu 47% des gens qui ont été votés à 3%, Montréal. 4% Qui ont voté pour Tremblay, ça donne à peu près 16% de la population. Le reste, oui, vas-y. Ben, je vais te couper là et on va boucler là-dessus parce que je pense qu'il est tard ou qu'on va dépasser. Il est presque 4 heures. Fondamentalement, je vais te donner un principe général, là, c'est que qu'on accuse les politiciens de choses ou d'autres,
ce qu'on doit apprendre effectivement sur le terrain en ce moment, c'est à responsabiliser chaque citoyen et à reprendre le contrôle de la politique. Et tous les pourrissements, toutes les dérives qui existent, et ça j'ai déjà dit, c'est parce que les citoyens sont pas en train de surveiller, en train de s'impliquer au niveau politique beaucoup plus. Et il y a toute une éducation à faire. Là où je diverge avec Sébastien Ricard, c'est que pour moi, c'est un processus. Je veux dire, oui, on est pressé, oui, faut avoir commencé avant hier, mais il ne faut pas se dire, faut que dans 2 semaines, ça soit réglé, sinon on a raté notre coup. Il faut que ça soit quelque chose. Mais attends, je vais juste le boucler parce qu'on va repartir dans ces non, mais je te laisserai pas le dernier mot, c'est sûr. Ah non, mais rajoute un dernier mot pour boucler. Mais, donc, il y a juste, je pense que le point essentiel et ce qu'il faut qu'on fasse en ce moment, c'est effectivement de travailler pour responsabiliser les citoyens et oui, prêcher par l'exemple à ce niveau-là. Mais c'est simplement ce principe-là. Le reste, on peut partir dans toutes sortes de dérives et toutes sortes de choses. Mais je trouve que quand tu parles de oui, on est pressé, puis moi je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Mais moi je fais une distinction fondamentale entre urgence et précipitation. Oui, je suis d'accord aussi. En fait, moi, à partir du moment où tu sors du paradigme et à partir du moment où tu conçois là, que l'échec là, est prouvé de multiples façons, si tu sors du paradigme, là, je veux dire, après ça, tu es dans l'urgence de changer les choses. Tu n'es pas dans la précipitation, c'est... c'est ça, mais j'embarquerai pas là-dedans tout simplement parce qu'on va partir pendant 2 heures encore. Mais non, mais faut pas se... Non, mais ça rejoint l'idée de communiquer cette urgence-là. Il faut communiquer cette urgence-là. La question, c'est sur le diagnostic, on s'entend pas sur la question que si on abandonne une stratégie, là, tout d'un coup, les gens vont dire « Oh, youpi, on a une autre stratégie ». Moi, j'ai plus l'impression que les gens vont dire « Ouais, bon, ils risquent de décrocher ». Les gens sont en train de décrocher de toute façon, parce qu'en ce moment, là, ce qui se passe, là, je suis pas d'accord. Là, oui, la stratégie. Non, tu vas me dire, oui, il y a une ébullition politique, les gens signent le manifeste d'un tel, endossent la démarche d'un tel ou d'une telle. Mais je crois pas qu'en ce moment, moi, ce que je dis, c'est pas le signe d'une unité que je crois absolument nécessaire. Je crois que c'est le signe d'une division qui va aller en s'accentuant et qui va seulement nous nuire encore plus. Moi, je pense que dans toute démarche, on commence par discuter, on met tous nos points de vue sur la table et on est à cette étape-là. Ensuite, on rassemble et on fait le ménage dans les affaires. On n'est pas rendu à cette étape-là. On est encore à l'étape où on met les choses sur la table et on discute. Et c'est extrêmement important de passer par là et de faire le ménage. Mais il faut rester éveillé et conscient à toute cette démarche-là et tous s'impliquer à discuter à cette affaire-là et à réfléchir sur ces questions-là. Mais on n'a pas tout mis sur la table encore. Et ce processus-là, il faut compter. Je termine là-dessus. Tu peux mettre la moi, ce que je dirais, c'est que lorsque Jean-Luc Deveau a rappelé la semaine passée que l'occasion ratée, lorsqu'il y avait une majorité de députés souverainistes à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale du Québec, il y avait une urgence d'agir à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, l'urgence, je considère encore une fois que c'est pas une précipitation, c'est pas le signe d'une désorganisation. Au contraire, c'est une lucidité. Quand quelqu'un touche la lucidité, il est plus dans... Là, ça veut dire que c'est pas brutaliser les gens, c'est agir, mais dans une cohérence. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que le projet de faire des vigiles est un lieu de conférence. Je trouve ça très noble, cette idée de sensibiliser les gens sur toutes sortes de sujets, tous plus importants que les autres. Mais si on n'arrive pas à rejoindre les gens sur ce vice essentiel-là et faire travailler à ce que nous-mêmes, d'abord et avant tout, parce qu'on dit comprendre bien ce qu'on se dit en ce moment, là, mais je pense que je comprends que c'est ça. Là. Donc, je pense qu'il y a un travail essentiel à faire là d'abord. C'est ça que je veux. C'est ça que Charles avance. Et moi, ce que j'avance pour ajouter ce truc-là... Oui, je pensais qu'elle avait fini. Mais oui, mais excuse-moi, tu me relances. Précipitation, effectivement, faut pas non, pas de précipitation. Urgence, oui, mais ne pas se décourager parce que les résultats n'arrivent pas dans l'année ou dans la semaine. Moi, je dis, il faut... Non, mais c'est pas une question de se décourager, mais je pense que quelqu'un qui, justement, tout d'un coup, c'est quelqu'un qui écoute ce qui se dit, qui entend, puis il se décourage pas, mais il est inquiet de la tangente que peut prendre un mouvement. Il peut s'inquiéter de discussion. Mais ce que Réal Mathieu me disait quand je suis arrivé, c'est que les vigiles, au début, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au Québec. Je crois que ça a été créé sous son opinion, ça a été créé un peu à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait au Québec. Donc, il y avait Cap sur l'indépendance, mais même, c'est un petit peu après moi que j'en ai entendu parler. Et pourtant, à ce qui paraît, ça a été créé, ça a été conçu là, un peu, là, même 1 an à l'avance. Oui, mais ça a été annoncé. Ça a été annoncé, c'est ça. national. Donc,
Donc, il y a quand même une différence là, avec tout ce qui s'est passé avec les élections fédérales, avec ce qui se passe au PQ, avec ce qui va se passer demain au Cégep Saint-Laurent. Donc, il y a une grosse différence entre ce que les vigiles, d'où les vigiles sont nés, et puis maintenant, vu qu'ils restent, parce que c'est dans la déclaration, c'est l'idée d'être constant, c'est l'idée de le faire à chaque semaine jusqu'à temps que le gouvernement soit destitué ou qu'il y ait un changement démocratique profond. Donc là, on continue et tout ça, mais ce que Réal expliquait, c'était que dans le fond, on a parti un peu cette flamèche-là. Les vigiles ont parti un peu, ont fait un petit feu. C'est pas peu de choses. C'est quand même quelque chose de partir ce petit feu-là, puis de dire, OK, ben là, ça n'a plus de bon sens, ce qui se passe, c'est incohérent, puis il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, il y a déjà ça. Et puis, oui, bon, ben, pour conclure, on va lire la déclaration sous laquelle, à chaque fin de vigile, on termine la déclaration. Donc, j'ai amené des copies s'il y a quelqu'un d'autre qui veut la lire que moi. Souvent, c'est que j'essaie de trouver quelqu'un qui l'a jamais lu. Mais moi, je ne pourrais pas parce que je ne vois pas bien. OK. Jonathan, ça va te lire? Merci. Donc, la lecture de la déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, voyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté les plus élémentaires, les citoyens et les citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses concitoyennes et concitoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.